Bienvenue chez moi. J'ai parlé l'avant-dernière fois d'orthopraxie et je voudrais aujourd'hui en donner un bel exemple et surtout mettre à l'honneur une institution injustement délaissée, une manifestation éclatante d'orthopraxie, le service national. L'orthopraxie, je l'ai dit l'autre fois, consiste à imposer un certain nombre de rituels auxquels tous les membres d'une communauté soient soumis, soit en même temps, soit à tour de rôle. Ceci implique des devoirs plus que des droits, et donc, dans une certaine mesure, un assujettissement des individus à leur communauté. D'où un investissement de ce que l'on nomme espace public et qui est vide d'ordinaire. Dans notre société libérale, en effet, l'espace public est vide parce qu'il est neutre, et il est neutre parce que tout est à la carte. Chacun y a ses révérences, et on n'y révère rien d'autre en commun que le droit de révérer ce que l'on veut. Il n'y a aucune sacralité commune. J'y reviendrai dans une autre émission, mais c'est hautement problématique. Non pas pour le plaisir de soumettre les individus à des codes communs, mais parce que cela induit une absence d'identité collective. Voire une identité collective négative, donc incapable de parler ne serait-ce que d'égal à égal, avec des us et coutumes étrangers venus s'installer sur le territoire de manière communautaire et monolithique. Il est important pour parer à tout danger de désunion d'entretenir une sacralité partagée, des rites communs autour de symboles unifiants. Encore une fois, il ne s'agit pas d'imposer un certain type de pensée ou d'opinion, mais de faire respecter et d'honorer des symboles communs et, en cette qualité même, des symboles exclusifs dans leur périmètre qui est l'appartenance nationale. L'attachement aux emblèmes était précisément l'une des nombreuses finalités du service national duquel je vais à présent parler. Alors pour ce faire, je vais m'appuyer une fois n'est pas coutume sur mon expérience personnelle. Il se trouve que j'ai eu la chance d'être à la fois fils de militaire et de faire partie des derniers appelés du contingent à la fin des années 90. C'était avant que Jacques Chirac, l'Einstein de la politique, n'y mette un terme. On mettra beaucoup de temps à faire la liste de ce que l'homme politique préféré des Français a foutu en l'air dans ce pays. Pour ma part, j'ai effectué 2 mois de classe, à l'issue desquels j'ai été officier chef de section. Et on m'avait dit, profite bien, car ce n'est pas dans le civil que tu auras la chance, la responsabilité de la vie de 30 personnes. Et c'était vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas la vie militaire et s'en font une image pour le moins caricaturale, sachez qu'elle mêle étroitement la plus grande rigueur à la plus grande ouverture d'esprit. La plus grande rigueur parce que les consignes de sécurité doivent être appliquées à la lettre. Des vies sont souvent en jeu. Et la plus grande ouverture d'esprit car le militaire a la bougeotte et qu'à chaque mutation, il doit refaire souche et retisser un tissu, retisser un réseau d'amis. C'est bien sûr ici le fils de militaire qui parle. L'ancien appelé, lui, peut vous dire un mot de ses classes. C'est le seul moment de ma vie où j'ai développé un sentiment communiste. Les membres de ma section et moi-même étions solidaires dans la détestation de notre chef de section. Et ce n'est qu'après que j'ai compris que ce dernier avait joué un rôle et qu'il avait été volontairement antipathique pour susciter parmi nous la cohésion nécessaire. Exemple, vous marchez de nuit en section, sac au dos, il se met à pleuvoir et le chef de section donne l'ordre d'enfiler les kawés, les kakiwés. Et contre toute attente, l'un de nous a oublié le sien. Il n'y a qu'à cela ne tienne, pour être tous pareils, personne n'en a porté. Il y a là un nivellement, mais un nivellement par le haut, car je peux vous garantir que la fois suivante, personne n'a oublié son kawé. On n'était pas là pour faire du social, pour cajoler, pour excuser, mais pour tirer un groupe soudé vers le haut. Ça, l'horizontalité, c'est l'une des 2 plus grandes choses que j'ai apprises durant mon service. Il y en a une deuxième,
apprise cette fois quand je suis devenu officier, c'est la verticalité. Ce qu'il m'a été donné de comprendre là-bas, c'est quelque chose de capital à appliquer dans la vie en société. Ce que j'ai rapidement compris vis-à-vis de la hiérarchie, c'est qu'à choisir, il vaut toujours mieux chercher l'harmonie avec ses subalternes qu'avec ses supérieurs. En cas de friction avec les supérieurs, votre avancement peut certes être compromis. Mais pour peu que vous subissiez une injustice, vos subalternes le verront et ils vous soutiendront. Par contre, en cas de friction avec vos subordonnés, vos subalternes, plus rien n'est possible, tout est bloqué. Et non seulement vos supérieurs ne vous soutiendront que du bout des lèvres, mais ils finiront par se retourner contre vous. Il faut faire corps avec les gens dont on a la charge, et c'est valable en politique. Dans le cas de mon chef antipathique, il s'agissait en gros d'un jeu de rôle de sa part pour créer la cohésion dans l'adversité. Et puis j'ai été témoin d'une dernière chose très intéressante à l'armée. J'ai eu à gérer l'incorporation du tout venant et pour la première fois de ma vie, j'ai été confronté quotidiennement à la misère. Mais attention, pas à la misère qu'on nous vend à la télé, pas à la misère économique. Non, non, la vraie misère, la grande misère. La misère dont on ne parle jamais en démocratie, la misère culturelle, la misère intellectuelle des zombies. J'ai vu défiler, et c'est le cas de le dire, des types au regard vide, des types monomaniaques, totalement ignares des bases du français, du calcul, de l'histoire ou de la géographie. Certains étaient tellement handicapés de la vie qu'il a fallu leur apprendre à faire leur lacet. Tout ça prête à sourire, mais c'est la triste réalité, et l'institution du service militaire permettait un brassage social tel qu'il y avait une saine émulation, et je le redis, un nivellement, mais par le haut. Ce dont se montre bien incapable aujourd'hui n'importe quel gouvernement. Exemple, le fait que chacun, à tour de rôle, nettoie les sanitaires. Ceux qui avaient pour habitude de faire à côté, et il y en avait, ont rapidement perdu cette habitude. Autre exemple, il a fallu faire tirer à balles réelles les uns à côté des autres les mous du bulbe dont je parlais à l'instant. Eh bien, on y est arrivé. Et sans taper dessus. Magie de la discipline. Quant à la folie consumériste que nous connaissons, là encore, le service militaire avait de quoi répondre. Que désire ardemment le militaire qui crapahute en pleine nature durant des jours? Retrouver sa famille, prendre une douche, un repas chaud et un lit propre, des plaisirs sains. Tout ceci pour témoigner d'un exemple de rituel, de pratique commune ayant pour but de sociabiliser par l'effort et de rendre cohérent, je ne dis pas homogène, mais de rendre cohérent l'hétérogène. Et tout ceci a disparu. Au lieu de réformer une institution devenue inique, soumise à des passe-droits dont a bénéficié la majeure partie de notre classe politique, on a détruit cette institution. Et certains problèmes actuels auraient pu être, non pas résolus, mais jugulés grâce au service militaire amendé. Un soldat musulman était contraint, comme les autres, de saluer chaque matin ses supérieurs féminins. Il ne lui venait même pas à l'esprit de moufter. Quant à la nourriture, j'ai toujours pu constater que nos cadres avaient suffisamment d'intelligence pour distribuer à nos camarades musulmans des rations sans porc. La ration, par définition, est individuelle et nous partagions suffisamment de choses en dehors de ça pour le leur accorder. Le grand, l'immense mérite du service militaire, c'était de dire aux citoyens mâles et majeurs que nous étions, tu vas donner une année de ta vie à la nation. Tu lui dois au moins ça, et c'est non négociable. Certains diront qu'ils n'ont pas besoin de ça, que leurs parents les ont suffisamment bien élevés pour faire caca où on leur a appris, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et le nombre des non-éduqués, pas des mal-éduqués, des non-éduqués, c'est-à-dire des futurs sauvages ou barbares, ce nombre va croissant. Voilà en définitive un bel exemple d'orthopraxie. La nation, par l'intermédiaire de l'État à son service,
soumettant les individus à tour de rôle à certaines obligations. Elle les pousse dans la sphère publique, la vraie sphère publique, non pas la rue ou les aides de l'État, non pas celle qui contente ou permet de se donner en spectacle, mais celle qui engage et qui impose à chacun et chacune effort et abnégation. Ce que je viens de vous raconter là, c'est ni plus ni moins que de la philosophie politique appliquée. À très bientôt.